Mesdames et messieurs, chers amis de presque tous les continents, si j'ai bien compris, et donc c'est vraiment avec un immense plaisir que eh bien, le président de l'université de Bourgogne que je suis participe à vos côtés, alors brièvement, en ce début de travaux de ce jeudi matin, à la conférence inaugurale de votre 45e congrès de l'association francophone de comptabilité. Le déroulement de rencontres importantes et de qualité comme celle de ces jours, constitue un honneur pour notre établissement. L'organisation de votre événement, et je crois, en tout cas je le prends comme tel, est un signe de reconnaissance pour notre université, pour le laboratoire Crégo, sa directrice, extrêmement active et on en voit le résultat de cette activité, mais aussi, je crois, pour notre territoire. Votre congrès, qui réunit les esprits les plus brillants de votre discipline, est une occasion précieuse pour échanger, apprendre et renforcer les liens entre nos différentes institutions, entre nos différents établissements, laboratoires, associations. L'association francophone de comptabilité, avec ses décennies d'engagement, 45e congrès, n'est-ce pas, a toujours été un pilier essentiel pour la discipline comptable. Elle a su promouvoir l'excellence académique, encourager la recherche innovante et offrir une plateforme dynamique pour les débats et les discussions. Cette association incarne les valeurs de rigueur, d'intégrité, de collaboration qui sont au cœur, finalement, de l'activité universitaire. Le thème que vous avez retenu est comptabilité et valeurs. Alors, effectivement, je crois que le titre alors, est polysémique, en réalité, polysignifiant. La comptabilité, elle ne se limite pas à la simple tenue des comptes, elle est un langage universel qui traduit la valeur, guide les décisions économiques, éclaire les choix stratégiques et dans un monde qui évolue en permanence, où les notions de valeur et de performance se complexifient parfois, se diversifient assurément, eh bien, votre rôle et votre réflexion sur ces thèmes-là devient plus important que jamais. Nous devons collectivement continuer à nous interroger sur les différentes dimensions de la valeur, pas seulement en comptabilité, mais aussi lorsqu'elles sont financières, sociales, éthiques, environnementales. Vous savez qu'une université pluridisciplinaire avec santé comme la nôtre fonctionne sur la base de deux piliers. Il y en a davantage probablement, mais les deux piliers fondamentaux, c'est la formation, bien entendu, et la recherche. Et c'est la recherche qui nous distingue d'autres structures d'enseignement supérieur, d'autres établissements d'enseignement supérieur. À l'Université de Bourgogne, il y a pas moins de 30 laboratoires qui contribuent à la qualité de la recherche, dont le Crégo, bien sûr, et au rayonnement de l'établissement comme aujourd'hui. Cette qualité nous permet de nous démarquer. Depuis 2017, et sans interruption depuis lors, nous sommes présents dans le prestigieux classement de Shanghai. Alors, un classement, ce n'est pas une fin en soi, et ce n'est certainement pas ce qui doit guider une politique scientifique d'un établissement. Mais j'y vois pour ma part la reconnaissance de cette qualité à laquelle je faisais allusion. Parce que compter parmi les 5% des meilleurs établissements du monde, pour une université qui est assise sur un territoire qui est l'avant-dernier territoire en termes de PIB par habitant, si on compare les régions françaises, Bourgogne-Franche-Comté est la 12e sur 13, derrière nous avons la Corse, alors je salue nos amis de Corse ici présents, s'il y en a. Néanmoins, ce territoire-là n'est pas le territoire le plus propice à porter ces universités, et pourtant, la dynamique de l'Université de Bourgogne, grâce à ces acteurs, eh bien, permet d'émerger et de rivaliser avec d'autres territoires qui sont, eux, beaucoup plus développés. Alors, cette reconnaissance, c'est le fruit de décennies de travail acharné. Ce n'est pas le fruit du travail du président que je suis depuis 4 ans, ça c'est pas vrai, on accompagne, mais c'est le travail qui a été réalisé par les équipes précédentes et par l'ensemble des enseignants et enseignants-chercheurs de l'établissement depuis plusieurs dizaines d'années, et qui ont cherché à
à produire des résultats d'excellence, mais des résultats d'excellence partagés auprès du plus grand nombre. Donc, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour partager avec vous un projet ambitieux et novateur sur lequel nous travaillons ardemment depuis bientôt 2 ans et qui va connaître une concrétisation officielle à partir du 1er janvier 2025. Nous sommes en attente du décret ministériel l'officialisant. En effet, 300 ans après sa création, 302 ans maintenant, l'Université de Bourgogne a été créée en 1722, nous écrivons actuellement une nouvelle page de l'histoire de l'Université de Bourgogne avec la constitution d'un établissement public expérimental. En fait, cet établissement public expérimental rassemble 12 établissements qui ont décidé d'unir leurs forces scientifiques en travaillant en synergie. Cet EPE, établissement public expérimental, porte déjà un nom, et nous allons changer de nom, donc nous ne serons plus Université de Bourgogne, nous serons Université Bourgogne-Europe. On ne s'en éloigne pas tellement, mais ce nom, il a été choisi pour montrer à la fois l'ancrage de l'université sur son territoire, la Bourgogne, mais aussi son ambition, qui est européenne, et au-delà, internationale, évidemment. Et je pense que ce projet, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque je le porte ardemment depuis 2 ans, ce projet va porter là aussi de bons fruits, parce que nous l'avons conçu comme une sorte de laboratoire vivant pour des pratiques pédagogiques et pour des recherches nouvelles, innovantes. Et dès la prochaine rentrée, alors même que l'EPE n'existera pas encore, puisque ça a compté du prochain exercice comptable, n'est-ce pas? Nous sommes tenus par l'annualité budgétaire, voilà, que vous connaissez sans doute bien mieux que moi, mais nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès de la communauté pour lancer 4 nouvelles graduate schools dès le 1er septembre prochain. On a lancé cet appel à manifestation d'intérêt au mois d'octobre dernier en se disant, bon, si on a une proposition de programme gradué pour chaque graduate school, avec le temps qui est limité, avec des moyens qui sont limités, on n'est pas encore en vitesse de croisière, loin s'en faut, eh bien ça sera pas mal. Mais figurez-vous qu'on a eu 21 projets de soumis et que sur ces 21 projets, il y en avait 6 qui n'étaient pas encore tout à fait mûrs. On a dit donc cette année, on ne les ouvre pas encore, mais on va travailler avec vous pour les ouvrir et on relancera un nouvel appel à projet dès l'automne prochain. Et donc nous allons en ouvrir 15. Et nous allons en ouvrir 15 dans des domaines totalement innovants, puisque le cahier des charges, c'était quoi? C'était de faire de l'interdisciplinarité, voilà, et dans une double perspective, de proposer des programmes qui donnent le goût d'une thématique de recherche à notre public, à nos étudiants, pour les attirer vers la poursuite d'études dans la formation doctorale, et puis, pourquoi pas, préparer au métier de demain, parce que lorsqu'on fait de la recherche et qu'on aboutit à des solutions innovantes dans la société, qui sont diffusées dans la société civile, eh bien, il faut des diplômés pour les mettre en œuvre. Par exemple, et nous avons le cas vraiment typiquement dans le domaine de la lutte contre le cancer, on a une équipe IMAPI qui travaille sur des thérapies vraiment très ciblées sur les cellules malignes. Eh bien, figurez-vous qu'il faudra et il va falloir avoir des diplômés capables, en clinique, en hôpital, en milieu hospitalier, capables de mettre en œuvre ces nouvelles technologies de lutte contre le cancer. Eh bien, nos programmes gradués, ils ont pour ce double but et dans tous les domaines, c'est-à-dire former des esprits qui seront capables d'appliquer et former des esprits qui seront capables de poursuivre les recherches qui sont initiées par nos collègues actuellement dans nos laboratoires. Donc, nous en avons 15, ça concerne le sport, ça concerne la réadaptation, ça concerne la lutte contre le cancer, ça concerne la décarbonation, ça concerne une foultitude de thématiques qui répondent à des défis sociétaux et territoriaux. Donc, et nous croyons, et je crois que cet exemple en est la preuve, que la force de notre université réside, malgré sa modestie et malgré son territoire, réside dans sa capacité à innover tout en restant fidèle à nos valeurs fondamentales de rigueur académique, d'ouverture et de poursuite des missions de service public que nous assigne le législateur. Et toujours dans cette perspective, et cela explique l'adjectif Europe, enfin le nom Europe, si on l'a d'une certaine manière adjectivé,
nous sommes membres fondateurs d'une alliance européenne, comme pas mal d'universités françaises maintenant, mais depuis 2017. Et cette alliance européenne s'appelle FORSEM. FORSEM pour eux, bien sûr, mais c'est un acronyme un petit peu plus compliqué que ça en anglais. Pour eux, pour qui? Pour les étudiants, bien sûr, mais pour aussi l'ensemble de notre communauté, les personnels, enseignants-chercheurs, enseignants, personnel administratif, mais aussi, je crois, la société, parce que les universités sont des acteurs de la société et pour lesquels la société elle-même a beaucoup de revendications. Aujourd'hui, l'université n'est plus conçue comme une institution de formation, de recherche seulement, c'est aussi un lieu de vie pour les étudiants. Et c'est pour cela, par exemple, qu'on pratique la solidarité vis-à-vis des étudiants, pour les sortir de la rue quand ils sont dans la rue, pour leur donner à manger lorsqu'ils ont faim. Et ça, nous le faisons, nous l'avons institué. Nous sommes la seule université en France à l'avoir fait, d'ailleurs, avec la commission solidarité étudiante. Donc on a une responsabilité sociale qu'on assume par des actions les plus concrètes possibles, mais je crois que cette responsabilité sociale, elle est une réponse à la demande de la société elle-même. Alors pour en revenir à FORSEM et à l'Alliance européenne, ce sont 9 universités en Europe qui se sont réunies, Mayence, en Allemagne, qui est notre partenaire vraiment historique européen, mais aussi, vous allez voir, on va des latitudes quasi africaines, Palerme, qui est à peu près au niveau de Tunis, et jusqu'au cercle polaire, puisque Agder en Norvège et Jyväskylä en Finlande sont les plus proches du cercle polaire de cette alliance, mais nous avons Riga aussi en Lettonie, Opole en Pologne, Sibiu en Roumanie, Valencia en Espagne, voilà, et je crois que j'en ai pas oublié, et Dijon, bien sûr, bien entendu. Voilà. Donc, et d'ores et déjà, et vous voyez cette dynamique qu'on essaye de montrer, l'État français, le ministère a lancé récemment, peut-être certains d'entre vous sont au courant, un AMI, un appel à manifestation d'intérêt SHS, dans les sciences humaines et sociales, histoire de créer des réseaux dans le domaine des SHS et d'encourager les universités à se structurer. Évidemment, à Dijon, nous avons voulu porter un projet préservation du patrimoine culturel, de la vigne et du vin. Oui, effectivement, c'est ce que nous faisons. Eh bien, figurez-vous que grâce à cette alliance européenne, nous avons eu des lettres d'intention de 5 établissements de l'alliance FORSEM pour participer à nos réflexions sur la vigne et le vin. Voilà. Donc on se place sur une problématique du territoire, vigne et vin, mais qui dépasse très largement le territoire bourguignon, puisque c'est un problème national, voire mondial. Le réchauffement climatique en atteste, et en même temps, nous actionnons l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition, y compris l'Alliance européenne. Nous européanisons notre projet. Voilà. J'arrête là. Je me sens un peu VRP de l'Université de Bourgogne avec mon discours. Pardonnez-moi, je ne peux pas résister, mais à défaut d'être à l'origine de tout cela, j'en suis, en tant que chef d'établissement, fier. Voilà. Et je voulais partager cette fierté. Alors, aujourd'hui, ma fierté, c'est aussi ce congrès. Je sais que la tenue d'un tel congrès, 370 participants au total, sur 3 jours, voilà, donc une immense machine en termes d'organisation. Il faut anticiper, il faut une charge de travail, il faut être capable d'encaisser une charge de travail considérable. Et là, je salue cette capacité de ma collègue et amie Angèle Renaud. À l'origine d'une telle démarche, il existe souvent une volonté de mettre en valeur la qualité des travaux qui sont menés dans les équipes locales, bien sûr, et de permettre de découvrir les richesses d'un territoire. J'en discutais avec quelques-uns d'entre vous avant ce discours officiel. Sachez en tout cas qu'on souhaite que vous soyez les mieux accueillis possibles, parce que, pour ceux qui ne connaissent pas encore Dijon, et si c'est votre première... on va dire, premier séjour de courte durée ici. On espère vous donner une bonne première impression, parce que comme vous êtes à l'errant, méfiez-vous de la première impression, c'est souvent la bonne. Et que cette impression-là, elle vous mette à l'aise dans les travaux que vous allez, sur lesquels vous allez échanger, réfléchir pendant ces 3 jours, et que ce lien humain qui est tissé entre vous aboutisse à renforcer encore votre capacité à travailler ensemble pour faire progresser vos réflexions dans le domaine de la comptabilité, puisque c'est votre ambition et c'est votre discipline. Donc j'espère qu'ici à Dijon, vous aurez à la fois la convivialité propice
aux échanges humains et évidemment l'excellence et la qualité scientifique des échanges. Donc, moi je dis, alors même qu'on n'est pas encore à l'heure du bilan, je dis déjà bravo, bravo au Crégo, bravo tout particulièrement à sa directrice très dynamique, Angèle Renaud, bravo à toutes celles et tous ceux qui t'ont accompagné. Je ne peux pas tous les citer malheureusement, mais n'empêche que sans eux, tu n'aurais pas pu être le chef de file de cette organisation, c'est certain. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un congrès très riche en échanges, en découvertes, en réflexions. Quelques jours passés ici à Dijon, j'espère que pour ceux qui ne connaissent pas notre capitale régionale, ce soit l'occasion de renforcer nos liens, de renforcer aussi votre connaissance de cette très belle ville, avec un centre historique assez exceptionnel. Voilà. Merci de votre attention. Excellents travaux à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Monsieur le Président de l'Université de Bourgogne, cher Vincent, Madame la Présidente de l'AFC, chère Christelle, Monsieur l'adjoint au maire de Dijon, cher Denis, Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour la première fois de son histoire, l'Université de Bourgogne reçoit la communauté des chercheurs et praticiens de la comptabilité. C'est un honneur pour le laboratoire Crégo d'organiser la 45e édition du congrès de l'AFC et de contribuer ainsi au rayonnement de notre université. Cette 45e édition porte sur le thème des valeurs. Je voudrais ici énoncer les valeurs de notre unité de recherche qui m'ont amené à soumettre la candidature du Crégo au conseil d'administration de l'AFC. Contribuer à l'excellence scientifique, à la diffusion et au partage des connaissances. Je voudrais aussi rappeler la spécificité du Crégo. En 2019, je disais à François Messonnier, à l'époque président de l'AFC, que le Crégo est un archipel bourguignon, franc-comtois, alsacien, qui tire sa force de sa triple tutelle et lui permet de réaliser des projets ambitieux. Justement, l'organisation du congrès de l'AFC est un projet ambitieux. Ce congrès international réunit plus de 370 participants à Dijon autour d'un programme scientifique riche et stimulant. Je remercie notre présidente, Christelle Richard, pour la confiance qu'elle nous a témoignée en nous confiant l'organisation d'un tel événement. Ce congrès bénéficie du soutien de nombreux partenaires. Il n'aurait pu se tenir sans l'appui de l'Université de Bourgogne. Je tiens donc à remercier très sincèrement le président Vincent Thomas pour son soutien indéfectible au Crégo. Je remercie également Dijon Métropole, le président François Rebsamen, ainsi que Denis Hameau, adjoint au maire de Dijon et conseiller métropolitain, de nous honorer de sa présence. Enfin, cette 45e édition de l'AFC est l'occasion de faire connaître Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, ville d'art et d'histoire, et de valoriser notre patrimoine culturel, gastronomique et paysager. Donc, à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, les participants du congrès pourront découvrir un lieu d'exception dédié à l'art de vivre à la française et au climat du vignoble de Bourgogne. Donc, au nom du Crégo, je vous souhaite un excellent congrès et un agréable séjour en terre bourguignonne. Merci de votre attention. Merci beaucoup, chère Angèle. Au nom du conseil d'administration de l'Association francophone de comptabilité, je suis honorée et heureuse d'ouvrir avec vous ici à Dijon le 45e congrès de l'AFC. L'AFC a aujourd'hui 45 ans. C'est un bel âge. Notre association regroupe plus de 600 enseignants et chercheurs dans les disciplines de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l'audit. Qu'ils soient issus des universités ou des écoles de commerce, en France métropolitaine, dans les Outre-mer et dans tous les pays où la langue française est chérie. L'AFC est l'alma mater de beaucoup d'entre nous dans cet amphithéâtre. Alma mater autour de laquelle nous nous retrouvons et à travers laquelle nous défendons la possibilité de faire entendre une voix singulière et forte, celle de la recherche francophone en comptabilité, contrôle et audit. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que notre responsabilité d'accompagner du mieux possible la transition écologique qui doit s'imposer à toute entreprise, mais aussi de comprendre les défis que pose l'intelligence artificielle pour les professions financières, ou encore de déconstruire le régime des fake news et des chiffres inventés, l'AFC a l'ambition de contribuer à tous ces débats
et de développer sa propre empreinte intellectuelle, loin des facilités d'un prêt-à-penser anglo-saxon. Le congrès annuel de l'AFC est ainsi l'occasion de discuter les travaux de recherche en cours, développer des projets communs, soutenir les doctorants dans leur apprentissage de la recherche et tout simplement créer du lien, faire communauté, se retrouver. Alors évidemment, faire communauté, nous retrouver est d'autant plus heureux et joyeux lorsque nous avons la chance de nous réunir dans cette belle ville de Dijon et d'être accueillis par l'Université de Bourgogne. Je souhaiterais vivement vous remercier, Monsieur le Président Vincent Thomas, d'avoir ainsi ouvert grandes les portes de votre université pour nous permettre de phosphorer ensemble pendant ces quelques jours. J'aimerais également remercier Monsieur François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, ainsi que Monsieur Denis Hameau, adjoint au maire de Dijon et conseiller métropolitain, pour leur soutien et leur présence qui nous honorent. Mes derniers remerciements, et non les moindres, vont bien sûr au formidable comité d'organisation du Crégo, qui a préparé ce congrès, et plus particulièrement à sa présidente Angèle Renaud et au président du comité scientifique Marc Bollecker. Mais je sais que j'aurai plus amplement l'occasion de leur adresser tous les remerciements de l'AFC ce soir, lors de notre gala, et de porter un toast en leur honneur, un toast qui sera évidemment aux couleurs de vos terres bourguignonnes. Je vous remercie. Donc Denis Hameau, auprès de François Rebsamen, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec vous, et qui m'a transmis le rôle de le représenter ce matin. Donc moi j'ai en charge à la ville de Dijon, en tant qu'adjoint au maire, la transformation numérique des services publics. C'est un défi de mettre tout ça en transversalité et évidemment au service des habitants. Donc pour faire ça, on a par exemple imaginé une application citoyenne, On Dijon, où aujourd'hui 30 000 habitants l'ont téléchargé et nous aident en ce moment en temps réel à coproduire le service. Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait pour les Dijonnais et les métropolitains, je vous encourage à le faire. Ça nous aidera aussi à nous améliorer. La deuxième responsabilité que j'ai à Dijon Métropole, c'est au fond d'être aux côtés de l'université et de l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche pour qu'on réussisse à faire une œuvre d'intelligence collective. Et donc, je crois qu'on est en train d'y parvenir avec le président Vincent Thomas. Et c'est un véritable défi, cette intelligence collective, parce qu'on arrive très bien à ne pas être intelligent collectivement. C'est pas très dur. Et l'intelligence collective est un vrai défi. Alors quand le président Rebsamen m'a dit « Denis, il y a un super congrès, il faut que tu y ailles », en plus c'est la première à Dijon, je me suis dit comme Scapin, mais que vais-je faire dans cette galère? Comptabilité et valeur. Pour un politique, avouez que peut-être c'est un peu éloigné, mais pas du tout. Je me suis plutôt dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire d'intéressant? Alors bon, les pages de pub sur Dijon ont été faites, donc là déjà je vais gagner du temps. En revanche, finalement, on est dans... Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire? Quel moment nous vivons? Et au fond, ce que vous êtes en train de faire ici pour votre réflexion, à presque 400 sur ces 3 jours, c'est très important pour le futur. Parce que, en fait, ce que vous faites, vous, a un impact réel derrière, dans la façon dont tout ça va être diffusé, ça a été dit tout à l'heure, dans plein d'endroits. Parce que finalement, on est sous les auspices d'Aristote. Donc lui, il réfléchissait aux causalités, notamment à l'essence des choses, causalité matérielle, causalité efficiente, c'est-à-dire, bon, c'est quoi les principes? Et donc on est dans la philosophie. C'est intéressant d'être sous ces auspices à l'université, c'est un lieu de savoir. Parce qu'au fond, la politique, c'est la mise en œuvre de tout ça. Donc comptabilité et valeur, j'y reviens. Au fond, c'est d'abord quelle vision du monde nous souhaitons avoir. Et vous allez la traduire dans ce que vous allez produire. Cette vision du monde, est-ce que c'est celle de la Chine et de la route de la soie, avec une volonté d'hégémonie qui est soft power, mais enfin, ne soyons pas naïfs. Est-ce que c'est ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie et qui dépasse en fait ces enjeux-là? C'est aussi un élément important, cette vision du monde.
Et est-ce que l'Europe reste impuissante ou est-ce qu'elle se dote des moyens de la souveraineté? Est-ce qu'on attend que les États-Unis, une élection se passe pour qu'on ait notre destin en main? Et au fond, c'est une vraie question. Ou est-ce qu'encore une fois, l'Europe, même si l'élection va être compliquée, qui arrive, essaye de travailler à sa souveraineté? Et donc derrière, il y a quelques valeurs et quelques principes. Moi, je suis un républicain, social-démocrate, européen. Et donc la liberté, l'égalité, la fraternité sont des éléments importants de notre pays, parce qu'on parle de valeurs, de principes. Et la question de leur réalité est aussi importante. Donc il faut mesurer les impacts. Lorsqu'on annonce une promesse en politique, la plupart du temps, les citoyens vérifient, ils ont raison, si cette réalité, on s'en approche ou pas. Ensuite, tout ça doit se traduire, les valeurs et les principes, dans une stratégie. Et donc on a besoin aussi, sur le plan politique, d'avoir des élus qui ont cette capacité de vision, cette capacité à connaître l'histoire, à être dans le présent et à se projeter dans le futur, et donc à innover aussi d'une certaine manière, puisqu'on ne peut pas faire aujourd'hui de manière simple un copier-coller d'hier en se disant ça marchera bien. Je suis à peu près sûr que ça ne marchera pas. Donc la question de la souveraineté est une question importante, parce que la stratégie doit rejoindre cette question de la souveraineté si on veut être maître un petit peu de notre destin. Et donc vous le voyez bien, il y a beaucoup de déstabilisation, il y a beaucoup de jeux souterrains, et donc il est important de les voir. Le rapport de force, au sens positif du terme, est un élément important. Il nous arrive de l'expérimenter. Et donc comment, face à ce rapport de force, on remet des équilibres? Et au fond, quel projet on pousse? Autrefois, le projet était plutôt dans la mondialisation, une économie un peu très ouverte. Et on voit qu'aujourd'hui, d'autres champs sont là. L'écologie est fondamentale. J'étais hier avec la CCI à une assemblée générale sur le territoire d'industrie. Et on a beaucoup discuté sur l'eau avec des industriels et avec des entrepreneurs. Et c'est intéressant que ce sujet-là soit sur la table, parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Quelle société nous voulons? Une société où les uns ont tous, quelques-uns ont tout, et d'autres ont peu, plus nombreux. Et auquel cas, ça peut tenir combien de temps? Et puis, au fond, l'économie que nous souhaitons, est-ce qu'elle n'est pas plus vertueuse, plus durable, plus éthique, plus intègre? Et donc ça, c'est des choses fondamentales sur lesquelles, dans la stratégie, on doit se poser des questions. Et puis enfin, au fond, le management qu'on veut promouvoir de cet ensemble-là, et donc on va venir aux outils opérationnels, quel sens ça porte? Est-ce que ça crée de l'adhésion ou est-ce que ça crée de la défiance? Quelle exigence on a d'abord pour nous-mêmes? C'est-à-dire qu'un élu qui n'est pas exemplaire, comment peut-il venir à la tribune vous expliquer ce qu'il faudrait faire? Ou un patron ou un dirigeant pas exemplaire? Et puis, au fond, est-ce qu'on est capable, dans nos équipes, de produire de la bienveillance, c'est-à-dire, au fond, un climat tellement de confiance que les gens prennent des initiatives, apprennent à prendre des risques, puisqu'on est face à des situations inédites, ou est-ce que, parce qu'on dirige de manière autocratique, on veut voir qu'une tête, et on tue toutes les initiatives, et donc l'innovation est morte avant que le match ait commencé. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, j'espère d'intéressant. Alors, il y a assez longtemps, j'avais vu une méthodologie, une méthode un peu de contrôle de gestion, mais qui était un peu plus que ça, que j'aimais bien, qui s'appelait objectif, variable d'action et résultats. Où ce que je trouvais intéressant, c'était d'une part qu'on définissait clairement les objectifs et ce sur quoi on avait la main, parce que parfois, il y a les éléments de contexte autour qui ne nous appartiennent pas. Donc, détourer ça, c'est toujours intéressant. Après, on est dans l'influence, lorsqu'on va au-delà. Avoir les variables d'action, c'est finalement être au clair sur les leviers, les vrais leviers. Voilà. Donc, quand je joue au golf, il est intéressant que j'utilise le bon outil pour m'approcher du green.
Ou quand je joue au foot, il est intéressant que je fasse la passe au bon moment à mon camarade qui peut mettre le but. Donc ce levier-là, il est fondamental. Et tout ça, ça produit du résultat. Or, nous sommes dans une société où nous pilotons trop souvent le résultat. Et nous oublions que le résultat, c'est déjà le résultat du match. Et donc c'est fini. Donc c'est dans l'amont des choses, il me semble, et c'est votre rôle aussi, qu'il faut regarder où sont les bons leviers. Moi, j'ai jamais piloté un résultat. J'ai toujours regardé les éléments qui pouvaient conduire à ce résultat. Et j'ai jamais été déçu, puisque globalement, quand on pilote bien les éléments qui conduisent au résultat, le résultat est là, c'est magique. Pour finir, nous sommes devant des défis inédits, parce que jamais il y a eu autant besoin d'un tiers de confiance dans plein de domaines, puisque la vérité est souvent la première victime de plein de choses, de plein d'événements, de plein de situations. Et donc nous avons besoin de fiabilité. Pour ça, la mesure est essentielle, donc votre travail est essentiel, vos réflexions sont essentielles. Et donc je vous donnerai quelques défis simplement que nous avons sur Dijon Métropole pour faire le lien avec vous. Et ce triangle dont je vous ai parlé, si je prends l'économie durable, eh ben, on essaye de travailler sur le territoire d'industrie avec la CCI et l'ensemble des acteurs à l'échelle de la Bourgogne, donc on a plusieurs territoires EPCI engagés. Si je prends l'écologie, on travaille sur l'eau avec Odivea et Suez, où là on essaye de regarder les fuites d'eau. Alors c'est pas sexy en soi, mais lorsqu'on a un meilleur réseau et moins de fuites d'eau, on a une attention aux ressources et donc on a moins de problèmes que les autres. Et donc si tout le monde fait ça, peut-être qu'on y arrivera. On travaille à la mobilité hydrogène, donc on est dans un pari, on va accueillir les journées France Hydrogène en juin. Donc la France qui s'organise autour de cette idée de mobilité va être à Dijon. Et enfin, ça a été noté par le président Vincent Thomas, on a la thématique de la vigne et du vin, et en plus l'Organisation internationale du vin, à l'automne, va fêter ses 100 ans. Donc il y aura ici à Dijon 54 chefs d'État, 54 ambassadeurs. Et le fait que l'ONU du vin soit à Dijon fait de nous une capitale diplomatique. Personne ne l'a encore perçu aujourd'hui, parce que tout ça est un peu loin des sujets concrets, quotidiens. Mais devenir une capitale diplomatique, c'est aussi accueillir à l'Université de Bourgogne quasiment 2 gymnases d'archives qui sont numérisés. Et ces 2 gymnases d'archives vont être un épicentre mondial de la recherche à Dijon, sur cette thématique-là. Je voulais quand même vous l'indiquer, ça me paraissait important. Enfin, sur le social, évidemment, puisqu'il faut bien ces 3 pieds pour arriver à avancer, le projet de société que nous poussons, c'est un projet de société où nous sommes solidaires, où nous essayons de faire au mieux pour les étudiants, mais au-delà, pour tous les habitants, pour qu'ils aient des conditions de logement acceptables lorsqu'ils ont peu de ressources, pour qu'ils puissent aussi faire leurs études et réussir, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur situation sociale, parce que c'est aussi à travers cette action-là qu'on produit une forme d'égalité des chances. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, et auquel le président Rebsamen est aussi très attaché. Enfin, nous avons des défis inédits. Encore une fois, l'intelligence collective sera la seule façon, à mon sens, d'y arriver. Donc je préfère toujours la coopération à la compétition. Parce que la compétition, il y aura un vainqueur. La coopération, il y en aura souvent plusieurs. Et nos enjeux tournent autour du climat. J'ai reçu lundi et mardi la French Tech Outre-mer, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la French Tech BFC pour travailler ensemble. Non pas que j'aime beaucoup ces îles, vous l'aurez remarqué, mais ils font face à des épisodes climatiques tellement extrêmes, tellement intenses, qu'ils ont déjà trouvé les solutions à ce qui est en train de nous arriver. Et donc plutôt que d'inventer l'eau chaude, je me suis dit, si on se branchait sur l'outre-mer, peut-être qu'on aurait des pistes de travail pour nous. Et ça a été très fructueux. Et enfin, l'énergie, l'industrie, j'en passe, l'écologie. Un exemple sur quoi vous pourriez travailler, c'est comment on pourrait imaginer mesurer le prix du CO2 pour que ça rentre un peu dans les têtes et dans les comptabilités.
puisque sinon le multimodal, par exemple très concrètement à Sœurs, on a un port qui permet de faire le multimodal, mais aujourd'hui, le prix des camions, le prix du transport routier, fait que on ne choisit pas forcément le multimodal. Or, si on intégrait le prix du CO2, probablement que ce serait le choix le plus avisé sur le plan de ce qu'on veut faire pour la planète, mais y compris sur le plan économique. Voilà. Donc vous voyez bien que là, on a des enjeux très concrets dans ce que vous pouvez faire et proposer. Voilà, je m'en tiendrai là pour ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a intéressé, parce que ma question était que dire d'intéressant. Encore une fois, nous sommes dans une lignée. Ici, comme l'a dit le président Vincent Thomas, 3 siècles vous contemplent, quand même. Mais j'espère que nous aurons, et grâce à vous, chère Angèle, grâce à vous, Madame la Présidente, Christelle Richard, encore quelques siècles devant nous pour produire un meilleur avenir. Je vous remercie.